toxine botulique, eh bien, est-ce que son utilisation précoce et prolongée peut freiner véritablement le vieillissement facial? Thierry en a déjà parlé, c'est logique, mais ce n'était pas prouvé, mais des arguments commencent à apparaître. Par exemple, la comparaison de ces deux jumelles identiques de 44 ans qui ont été suivies pendant 19 ans, celle du haut a eu de la toxine pendant toute cette période, alors que celle du bas n'en avait reçu que très peu, 4 séances en 19 ans. Donc, sur ces photos prises 6 mois après la dernière séance, on voit quand même que celle du haut a un aspect moins vieilli que celle du bas. Il n'y a pas de différence d'exposition solaire ou de photoprotection, les habitudes de vie sont les mêmes. L'une vit en Californie, donc on pourrait penser que celle qui va le mieux, c'est quand même celle qui a été la plus photo-exposée, et l'autre vit à Munich, où là, elle a quand même beaucoup moins de soleil. Donc la seule différence, c'est la toxine botulique, et on peut penser qu'elle a véritablement freiné le vieillissement facial. Alors, malgré l'utilisation exponentielle de la toxine anesthétique depuis les années 90, eh bien, il n'y a pas d'évaluation de la satisfaction des patients et des résultats après traitement prolongé. Toutes les études portent sur une évaluation assez courte. Donc, cette importante étude américaine, multicentrique, porte sur 207 patients, donc 194 sont évaluables. Il s'agissait dans 93,8% des cas de femmes. Elles ont été traitées 5 ans minimum, 2 fois par an, avec du Botox. Et vous voyez que le taux de satisfaction sur les rides glabellaires est satisfaisant, plus de 92%. Et que sur l'ensemble du visage, les chiffres sont encore plus hauts et sont en accord pour les patients et pour les médecins. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que l'âge perçu de ces patients est quand même de 6,9 ans plus jeune en moyenne que leur âge réel. Et on voit aussi que le rajeunissement est parallèle au nombre d'années où ils ont reçu la toxine botulique. De 5 à 10 ans, on est 5,8 ans plus jeune. De 10 à 15 ans, c'est 6,8. Et de 15 à 20 ans, c'est 7,2. Donc on peut dire que les patients longuement traités par toxine paraissent plus jeunes que leur âge. Alors Caruser a repris cette étude dans une double publication et sur le graphique du haut, eh bien, vous retrouvez ce que je vous ai déjà dit, donc un parallélisme entre le nombre d'années et le rajeunissement. Il a voulu regarder aussi si quand on faisait la toxine chez des gens très jeunes, à partir de moins de 35 ans, c'était aussi bien que quand on la faisait plus tard. Eh bien, paradoxalement, la diminution de l'âge perçu est plus marquée chez celles qui débutent la toxine après 55 ans. Alors le paradoxe n'est peut-être qu'apparent puisque les altérations liées au vieillissement sont plus importantes à 55 ans qu'à 35. Donc l'effet de la toxine, évidemment, va être plus visible. Alors, à connaître en dermatologie esthétique un nouveau signe clinique et des particularités anatomiques. Le nouveau signe clinique, c'est la dépression des veines frontales dans l'alopécie fibrosante frontale. Cet auteur a rapporté 11 cas qu'il a observés sur une période de 4 ans. Le début est précoce dans la zone médiane de la lésia frontale du cuir chevelu, là où justement commence l'alopécie. La palpation montre une atrophie de surface, puis la dépression veineuse. La biopsie montre à la fois atrophie, mais surtout fibrose autour d'une veine qui est dilatée. Alors, on peut se poser la question du rôle des dermocorticoïdes, mais 4 sur 11 n'en avaient pas appliqué du tout et les autres très peu. Et d'ailleurs, l'atrophie des corticoïdes devrait donner plutôt une dilatation, mais un relief des veines, ce qui avait d'ailleurs été signalé dans la description princeps de Cossard. Pour les auteurs, donc, c'est bien le processus fibrosant cicatriciel qui est responsable de cet aspect veineux, même si dans certains cas, peut-être, les dermocorticoïdes ont pu être aggravants. Là, je reviens sur ce que Thierry a évoqué tout à l'heure. Le visage de l'homme ne vieillit pas comme celui de la femme. On le savait bien, mais là, ça a été mesuré au niveau des parties molles par IRM. En fait, les auteurs ont repris chez l'homme une étude qu'ils avaient déjà faite chez la femme, avec 3 groupes qu'ils ont comparés, 10 jeunes, 10 d'âge moyen et 10 plus âgés. Et ils ont mesuré en région temporale
en région infraorbitaire et au niveau de la joue assez haut parce que plus bas, la ptose graisseuse va compenser l'atrophie. Donc, ils ont mesuré en partie médiane et en partie latérale. Et là, vous voyez donc la diminution qui est quand même assez nette. Voilà chez le jeune, voilà chez le sujet âgé. Et vous voyez que ça va diminuer plus en région interne qu'à l'extérieur. 22% contre 15%. Là, c'est la région temporale. Là aussi, vous avez une diminution importante. La zone infraorbitaire n'était pas représentée dans l'article, mais c'est elle pourtant qui diminue le plus, puisque c'est 40% de moins. Alors, chez l'homme et chez la femme, ils ont comparé et vous voyez que chez l'homme, c'est donc la région infraorbitaire qui est en vedette, que la diminution est progressive et lente comme la diminution des androgènes, alors que chez la femme, c'est la région temporale qui va s'atrophier le plus et que la diminution est brutale et qu'elle se fait surtout au moment de la carence estrogénique de la ménopause, mais qu'ensuite il y a stabilisation. Alors, si on regarde notre personnel politique, eh bien, on retrouve ce que je vous ai dit. Même ici, chez un plus jeune, vous voyez que cette zone est quand même relativement aplatie, comme dans le visage masculin, c'est caractéristique. Cette zone est à la fois aplatie, mais un peu fragile, avec tendance à avoir des poches sous les yeux, que vous voyez mieux ici, et des hernies graisseuses. Alors, chez les femmes, l'aspect du visage, peut-être grâce à quelques soins esthétiques, reste quand même beaucoup plus avenant. Et vous voyez qu'ici, cette zone s'atrophie beaucoup moins. Alors que là, un peu plus tard, vous voyez qu'on trouve une atrophie temporale tout à fait nette. Voilà, je l'avais peut-être fait passer trop vite, voilà. Alors, il y a des conséquences pour la correction du vieillissement facial masculin. D'abord, on peut commencer assez tôt, puisque vous avez vu que l'atrophie se constituait assez tôt aussi. Donc, entre 30 et 50 ans, on peut commencer, mais la correction doit être légère et surtout naturelle. Il faut respecter les proportions du visage masculin, dont la mi-face est plus aplatie et plus anguleuse que chez la femme. Il ne faut pas donner un volume excessif à la région interne de la joue pour ne pas féminiser le visage en accentuant trop sa projection antérieure. C'est ce que Thierry nous a montré. Parce que vous voyez quand même que le rapport entre la zone interne, médiale et latérale est tout à fait différent chez l'homme et chez la femme. Enfin, comme la région sous-orbitaire est souvent plus altérée, un relâchement de la paupière inférieure, les poches peuvent être corrigées par blépharoplastie chirurgicale et résection des hernies adipeuses. Alors, quand l'esthétique se complique, eh bien, ça arrive, comme par exemple ici, c'est une Coréenne qui a subi une acupuncture faciale cosmétique anti-vieillissement et 5 ans après, elle voit se constituer une lipogranulomatose faciale extensive. La biopsie va montrer des espaces vacuolaires en fromage de gruyère qui évoquent assez le rôle de silicone, mais elle affirme qu'aucune substance n'a jamais été injectée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces aiguilles d'acupuncture, quelquefois, elles ont une extrémité siliconée, elles seraient en cause, comme dans 2 autres cas publiés. Et si vous regardez sur Internet, vous voyez beaucoup de compliments pour ces aiguilles. Grâce à leur pointe et à leur lubrification siliconée, ces aiguilles garantissent une pénétration dans les tissus particulièrement facile, sans stress pour les patients. Mais le stress, ils l'ont après, s'ils sont comme dans notre coréenne. Alors, le long délai est compatible avec la silicone. Le traitement est évidemment très difficile. Chez cette patiente, l'aminocine a été inefficace. Les corticoïdes, la lopurinol, ça marche, mais ça récidive tout de suite. Donc, finalement, elle a été mise sous Cellcept à des doses non négligeables. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'à quand faudra-t-il poursuivre? Donc, à une époque où les techniques de rajeunissement traditionnelles, souvent pratiquées par des non-médecins, sont à la mode, il faut connaître cette complication qui est peut-être moins rare que l'on ne croit. Alors, du provisoire qui dure, c'est le ptosis de la paupière supérieure après toxine botulique lorsqu'il persiste au-delà de 6 semaines. Et c'est rare, puisque ce service d'ophtalmologie ne l'a observé que sur 7 patients
en 8 ans. Mais ça peut être long, puisque là, la disparition s'est faite entre 3 à 5 mois et que dans un cas, elle a persisté jusqu'à 13 mois. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la iopidine, le collyre qu'on utilise pour que ces femmes qui ont ce septosis habituel soient présentables, cette iopidine était inefficace initialement chez ces patients qui ont eu septosis prolongée. Et que par contre, un retour d'efficacité annonçait la résolution spontanée du ptosis dans 4 à 6 semaines. Alors, ce qu'ils proposent, c'est de faire un test prédictif par ce collyre dans tous les cas de ptosis induit par la toxine. Si c'est efficace, on peut dire que ça va se résoudre dans les délais habituels et rassurer le patient. Si c'est inefficace, eh bien, résolution lente à prévoir au-delà de 6 semaines. Donc, bien sûr, pour éviter le ptosis, il faut respecter les points d'ingestion habituels et il faut peut-être être plus prudent chez les patientes qui, comme celle-ci, ont l'œil creux avec peu de graisse susorbitaire, avec peut-être donc une propagation plus facile vers le releveur de la paupière. Alors, on nous dit beaucoup en ce moment que le dogme de ne pas faire d'actes invasifs chez des patients qui sont sous isotrétinoïne est un petit peu démodé. Eh bien, là, il s'est quand même avéré tout à fait exact, puisque cette femme sous isotrétinoïne orale à faible dose a eu un peeling superficiel et que ça s'est très mal passé, puisque vous voyez qu'elle s'est retrouvée avec un érythème important, suivi d'une hyperpigmentation post-inflammatoire marquée, et qu'elle a une petite zone cicatricielle au niveau du front. Donc, il faut noter aussi qu'elle avait subi dans les mêmes peelings superficiels sans incident quand elle ne prenait pas d'isoprétinoïne. Donc, on a toujours intérêt à rester assez prudent et à respecter la règle, pas d'actes même qui ont l'air assez anodins chez des gens qui sont sous isotrétinoïne. Les complications vasculaires des fillers, c'est encore un sujet récurrent. Bien sûr, l'utilisation des canules devrait les éviter ou les raréfier, mais des cas sont régulièrement rapportés, surtout des nécroses locales, plus rarement l'embolisation à distance par flux artériel rétrograde dans la sphère oculaire ou cérébrale, avec des conséquences évidemment catastrophiques. Alors pourquoi? Eh bien, en volumétrie, les injecteurs ne connaissent pas toujours assez bien les risques des filaires, la vascularisation de la face, les zones dangereuses, et il peut même s'agir dans certains pays de non-médecins. Pourtant, parfois, ce sont des injecteurs très expérimentés, comme l'équipe des Caruser, qui vient de rapporter 12 cas de vascular compromise observés en 10 ans, donc ce n'est pas beaucoup quand même, sur 14 300 injections. Ils ont un taux de 0,05 d'accidents vasculaires. Et c'était des accidents vasculaires locaux par occlusion artérielle par le filler. On pense aussi que dans certains cas, c'est une hypothèse qui plaît beaucoup aux dermatos, mais qui est beaucoup plus contestée par les chirurgiens, que peut-être dans certains cas, il peut y avoir compression extravasculaire par le filler. Quoi qu'il en soit, il y a menace de nécrose et de cicatrice. Alors voilà ici les zones dangereuses qui sont rappelées. Autrefois, c'était surtout la glabelle quand on faisait les rides, mais maintenant, c'est de plus en plus la partie haute du sillon nasogénien, avec au début des signes qui sont peut-être pas évidents, comme cet aspect violacé, mais qui est quand même assez discret. Ici, par contre, chez la patiente de droite, c'est beaucoup plus menaçant. Et ici, donc, au niveau de la glabelle, vous voyez, les lésions. Avec le traitement classique immédiat, la résolution a été complète dans tous les cas et ces patientes n'ont pas nécrosé, donc elles ont été vues à un stade très précoce. Alors, ce qui est intéressant à ce propos, je vais discuter 2 éléments de ce traitement d'urgence. La nitroglycérine topique, elle figure dans tous les protocoles d'urgence des accidents vasculaires. Et actuellement, il y a des arguments expérimentaux pour penser qu'elle n'améliore pas les choses et que peut-être même elle pourrait les aggraver.
Il y a eu une évaluation expérimentale de l'efficacité par imagerie à l'indocyanine green qui a été faite sur une ischémie induite par injection intra-artérielle de filaire au niveau de l'oreille de lapin contre témoin. Et vous voyez que en imagerie IgG, eh bien, il n'y a aucune amélioration de la perfusion locale et que même les oreilles ont un aspect plus congestif quand on les traite par nitroglycérine. Alors ce que l'on pense, ce que pensent les auteurs, c'est que dans ces ischémies, le filaire est présent dans les artérioles et que la nitroglycérine, elle vasodilate les vaisseaux, mais ce sont les plus superficiels et les capillaires, qu'elle y chante le sang et qu'elle pourrait même y propager le filaire sans favoriser la circulation de suppléances artériolaires plus profonde. Il faut noter que dans la littérature, il y a aussi une certaine méfiance qui apparaît pour les indications cardiaques de la nitroglycérine. Évidemment, c'est à vérifier par d'autres travaux. Et en attendant, même les auteurs disent que bon, on peut continuer à en faire. La hyaluronidase, eh bien, elle, par contre, elle a un bon profil, puisqu'on se demandait toujours si, quand on l'injectait au moment où il y avait une obstruction artérielle autour de l'artère, est-ce que ça pouvait vraiment dissoudre le caillot? Eh bien, il semble que oui, là encore sur des arguments expérimentaux. C'est une artère faciale de cadavre frais qui a été remplie d'acide hyaluronique, c'était du Juvederm Ultra Plus, et une partie des fragments a été placée dans un récipient avec hyaluronidase et l'autre dans de l'eau distillée. Et vous voyez que là, quand on ouvre l'artère, eh bien, on ne va plus voir qu'un liquide aqueux, puisque l'acide hyaluronique a été hydrolysé complètement par la hyaluronidase. Alors que de ce côté, où c'était dans la solution saline isotopique, eh bien, on sort un gel épais et cohésif qui a tout à fait l'aspect du Juvederm Ultra Plus. Alors bien sûr, on peut dire que les preuves expérimentales sont différentes du vivant, mais la justification de l'utilisation de la hyaluronidase en cas d'accident de filaire s'impose et en plus, elle peut avoir une action locale anti-inflammatoire. Quelques nouvelles pistes thérapeutiques. La phénolisation, un nouveau traitement des kéloïdes que proposent nos amis tunisiens et Madame Msedi. Et vous voyez que quand même, dans cette publication qui est parue dans les Annales de dermatologie, vous avez des résultats tout à fait intéressants avec le phénol chez 25 patients. Donc ce phénol, il a été utilisé à 40% dans de l'eau distillée appliquée au coton-tige. Alors pourquoi pas une concentration supérieure? Eh bien parce que si on utilise du phénol à 80%, ça va coaguler les protéines de surface et ça va gêner la pénétration en profondeur. Or, dans une kéloïde qui est épaisse, ce qu'on veut, c'est que ça pénètre en profondeur et que ça puisse remanier le collagène. Donc des bons résultats avec un traitement qui est très simple, mais l'inconvénient quand même, c'est que le nombre de séances est élevé. Ici, c'est une nouvelle technique de rajeunissement facial par injection pneumatique d'acide hyaluronique associé à de la solution glucosée hypertonique avec cet appareil sophistiqué dont notre vieux Dermojet était l'ancêtre. Alors, pourquoi on a mis en plus du glucosé hypertonique? Eh bien, c'est pour provoquer une réaction inflammatoire plus importante et stimuler donc la production de collagène. Ils ont injecté en percutané donc au niveau de 5 sites en réglant les paramètres de façon à ce que ce produit puisse agir assez profondément. Ils ont fait ça sur 30 patientes avec un résultat qui est quand même assez intéressant, comme vous voyez ici. C'est une amélioration légère à modérée. Évidemment, bon, ce n'est pas le niveau d'efficacité des procédures comme la chirurgie, les lasers ou les ultrasons, mais l'avantage, donc, c'est le caractère peu invasif du traitement. Et ici, vous voyez les niveaux d'injection possibles, soit superficiels dans le derme, soit profonds, si on diminue la quantité injectée par impact et si on augmente la pression.
Le plasma enrichi en plaquettes et les alopécies androgéniques, eh bien, depuis plusieurs années, il y avait plusieurs publications qui avaient démontré l'efficacité du PRP et de ses facteurs de croissance plaquettaire sur la pousse des cheveux, que ce soit dans des expériences de reconstitution du follicule pileux in vivo, soit dans la pelade, soit dans l'alopécie androgénique, mais c'était sur des petites séries. D'où l'intérêt de l'étude pilote de Schiavone qui porte sur 64 patients et qui est la plus importante de la littérature. Il y a 42 hommes et 22 femmes. Ce sont des alopécies surtout légères et modérées, mais il y en a 10 qui sont sévères. Ces patients ont eu deux séances d'injection de PRP, espacées 3 mois au niveau du cuir chevelu, évaluées par 2 observations indépendantes. Ils ont trouvé tous les deux que pratiquement tous les malades avaient un certain degré d'amélioration, avec un score d'amélioration qui était en moyenne, qui était de 3,2 pour celui-ci et de 3,9 pour celui-ci sur une échelle qui est graduée de 0 à 7. Ceux qui ont eu une amélioration importante avec un score supérieur à 4, vous voyez qu'il y en avait 40% pour un évaluateur, 54% pour l'autre qui était plus indulgent. Et là où ça marche le mieux, les deux sont d'accord, c'est sur les formes sévères, puisque vous avez 3,5 et 4,5 d'amélioration, sans effet indésirable. Alors, vous voyez ici la qualité des résultats obtenus. C'est vrai que c'est très bien. Chez l'homme, bon, le finastéride ne fait certainement pas mieux et il y a moins de risques d'effets secondaires indésirables qu'avec le finastéride. Et pour la femme, c'est quand même moins fastidieux que d'aller s'appliquer tous les jours du minoxidil au niveau du cuir chevelu. En France, on est évidemment limité puisque l'utilisation du PRP a été suspendue anesthétique par les autorités de santé, mais l'alopécie androgénique, surtout féminine, c'est quelque chose qui se situe aux limites de l'esthétique et de la pathologie. On peut espérer peut-être que dans quelques temps, on pourra avoir des études pilotes encadrées, au moins pour les alopécies féminines. Alors, si vous aimez les choses simples, eh bien, faites du cross. Le cross, vous savez que c'est la reconstruction chimique des cicatrices cutanées. Ça consiste à appliquer avec un matériel sommaire ces petits bâtonnets aiguisés du TCA à forte concentration. C'est une méthode simple, astucieuse, peu invasive, non sanglante, efficace, sûre et peu coûteuse. Elle a plein de qualités. Alors pourquoi ne s'est-elle pas développée davantage en Europe, aux USA ou en Amérique du Sud? Et pourquoi est-elle utilisée surtout dans les pays émergents? Bien, c'est pour des raisons économiques évidentes, parce que c'est beaucoup moins cher que les lasers et moins invasif que la chirurgie pour une efficacité comparable. Alors, vous pouvez voir ici la qualité des résultats dans une série publiée très récemment par Agarwal, qui est originaire de l'Inde, et vous voyez que les résultats sur ces cicatrices d'acné, qui sont quand même très importantes, sont tout à fait du niveau de ce que vous pourriez obtenir avec un laser. Sur ces peaux foncées, il y a eu peu d'incidents. Mais le cross peut être pratiqué aussi pour les cicatrices de varicelle, où ça marche bien et même très bien, comme vous voyez chez cette patiente. Et vous voyez aussi que sur ces peaux foncées, il n'y a pas tellement de problèmes au point de vue pigmentation, parce que là, les pigmentations, ce sujet les avait avant et il les a quand même beaucoup moins après. Donc, je pense que là, dans les cicatrices de varicelle, c'est beaucoup plus intéressant que de faire des microgreffes, qui sont une technique beaucoup plus longue, alors que le cross, c'est quelque chose de très rapide. Et pour plus d'informations anesthétiques, je continue à faire la pub pour le supplément de dermatologie esthétique de réalité thérapeutique, où vous pouvez, nous les accueillerons avec plaisir, nous proposer des sujets ou des articles dans le domaine de l'esthétique interventionnelle et dans le domaine des lasers ou même de la chirurgie. Je vous remercie de votre attention.